In my dreams I see bright colors of midnight. Le château d'Acariat, c'est d'abord la propriété familiale puisqu'elle est dans notre famille depuis presque 100 ans aujourd'hui. C'est notre grand-père Jean-Olivier qui en avait fait l'acquisition en 1919 et nous en sommes aujourd'hui avec mon frère les co-responsables et nous en assumons la 3e génération dans la famille. La propriété est dans la famille depuis 1919, donc il y a eu d'abord mon grand-père, il s'appelait Jean-Olivier, puis notre père, Paul de Bèze. Moi j'ai commencé en 1977. Mon frère Bruno est venu me rejoindre en 88. Donc le château d'Acariat, ça se situe à Tavel. Tavel, c'est un petit village du Gard qui a une particularité, c'est que c'est un village qui est connu pour son vin rosé. Parce que le Tavel est une appellation et la première appellation en France où on a produit du rosé. Le château d'Acariat, c'est une propriété qui a pris le nom d'Acariat en 1575 parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait monsieur Joseph d'Acariat qui était un monsieur qui habitait Avignon, qui était exactement le marquis d'Acariat de Rochegude. Il a acquis cette propriété aux moines de l'abbaye de Villeneuve-les-Avignon et il a laissé son nom à la propriété. Il faut savoir que dans les années 1500, une grande partie de la région appartenait aux moines de Villeneuve-les-Avignon, Villeneuve-les-Avignon étant à 8 km de chez nous. Donc il a acquis ce lieu qui s'appelait à l'époque, non pas Acariat, puisque c'est lui qui a laissé son nom, mais qui s'appelait le Puy Sablonneux, parce que nous sommes sur une colline de sable, donc un puits P-U-Y, et pas P-U-I-T. Nous sommes sur une colline de sable, sur un tertre de sable, d'où ce nom de Puy Sablonneux. Monsieur Joseph d'Acariat a laissé son nom à la propriété en 1575 et puis cette propriété est passée en nombreuses mains et au début du XVIIIe siècle, en 1725, une famille qui s'appelait les Robert et qui avait pris le nom d'Acariat aussi, puisque c'était un peu la tradition quand on avait une propriété, on prenait le nom de la propriété à l'époque. Donc les Robert d'Acariat ont commencé à construire le château qu'on a aujourd'hui, donc qui est une demeure qui date du début du XVIIIe siècle, avec tous les bâtiments d'exploitation qui sont autour. Alors c'est des bâtiments qui ont eu une riche histoire parce que, vous voyez là on est dans le caveau de vente du domaine et ça a été à une époque une porcherie. Ces bâtiments ont servi à beaucoup de choses. Il y avait à l'époque des animaux de toutes sortes, donc des cochons ici, mais il y avait également des chevaux, il y avait des vaches. Et aujourd'hui, on est spécialisé dans la vigne puisqu'on a 66 hectares de vignobles et nous produisons donc du vin de Tavel, bien sûr, réputé pour être un des meilleurs rosés du monde. Et puis nous produisons aussi sur l'appellation voisine qui est l'Irak, des rouges et des blancs assez extraordinaires. La propriété a une particularité, c'est que dans les limites des appellations, nous sommes à la frontière entre l'appellation l'Irak et l'appellation Tavel. C'est-à-dire qu'une partie de la propriété est sur l'appellation l'Irak et une autre partie sur l'appellation Tavel. Tout ça étant côte à côte. Le vignoble s'étend tout autour du château ici. Nous produisons à peu près tous les ans 350 000 à 400 000 bouteilles de vin. Le Tavel représentant quand même 75% de notre production. Et pour produire du Tavel, il faut 8 cépages. Donc tous les cépages qu'on trouve dans la vallée du Rhône, qui sont le Grenache, le Cinsault, Syrah, Mourvèdre, Carignan, Clairette, Bourboulin, Picpoul. Donc c'est tout un mélange de nombreux cépages, dont des cépages blancs qui sont la Clairette et le Bourboulin. Le Tavel a une particularité, c'est sa couleur. Donc, vous pouvez voir ici, la bouteille que je tiens dans la main, c'est un rosé qui a une couleur foncée. Très foncé, et même je dirais qu'à une époque, c'était un rouge clair. Donc aujourd'hui, il est vraiment rosé, rosé rubis, mais à une époque, c'était des vins qui étaient classés dans la catégorie des rouges clairs, puisque le rosé est une notion qui date du 19e siècle. Avant, il n'existait que les rouges et les blancs dans les vins, et puis il y avait les rouges qui se déclinaient en différentes couleurs. Et le Tavel faisait partie des rouges clairs. Et comment on obtient cette couleur si particulière de ce rosé foncé? On laisse macérer les raisins une fois qu'on les a réceptionnés dans la cave. On les laisse macérer comme pour faire un vin rouge, si ce n'est qu'on les laisse macérer juste quelques heures. Pour extraire la couleur qui se trouve dans la pellicule du raisin, quand on prend un grain de raisin, la pulpe est blanche, seule la pellicule est colorée. Donc il faut laisser macérer la pulpe avec la peau pour extraire la couleur et obtenir cette couleur bien particulière. Et c'est la durée de macération qui va donner la couleur elle-même.
Si on le laisse un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps, on va avoir plus ou moins de couleurs, enfin moins ou plus de couleurs. Et ça, c'est vraiment une grande spécificité de l'appellation Tavel par rapport à d'autres rosés voisins où les rosés sont beaucoup plus clairs parce qu'il n'y a pas cette macération qui donne la couleur mais qui donne aussi les parfums et qui donne de la matière. Quand on dit de la matière dans le vin, c'est-à-dire que c'est un vin qui a, quand on le met dans la bouche, il a une certaine richesse. Dans la vie du vin, il y a plusieurs périodes. Donc il y a une période qui, après, quand les raisins ont acquis leur maturité, il y a toute la période des vinifications qui se passe du mois de septembre au mois d'octobre compris. Là, c'est une période qui est terminée, mais nous commençons à arriver dans une période qui est aussi très intéressante, c'est ce qu'on appelle la période des assemblages. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 8 cépages dans notre vin, et donc il faut arriver à marier tous ces cépages, et pour ça, on fait ce qu'on appelle un assemblage. C'est-à-dire qu'on va prélever les différentes cuves que nous avons dans la cave et nous allons, à la suite d'une dégustation, essayer de les marier entre elles pour arriver au summum de la qualité et de l'expression de notre vin. Donc c'est un exercice qui est assez complexe, dans lequel il faut faire preuve de beaucoup d'humilité surtout, et puis d'une grande mémoire parce qu'on doit se rappeler ce que nous avons fait les années précédentes en termes de couleur d'abord, puisque c'est très important dans notre vin, et puis également en termes de goût pour avoir d'une année sur l'autre une qualité constante et suivie. On parlera tout à l'heure de la commercialisation et nous commercialisons l'ensemble de notre production en bouteille, donc sous notre nom. Il est très important d'avoir d'une année sur l'autre une qualité suivie et homogène. Pour faire cet exercice de l'assemblage, on va, comme je vous ai dit, prendre une bouteille qui correspond à chaque cuve et on va d'abord commencer par les goûter. Voilà, donc ça c'est une cuve qui est composée d'un certain nombre de cépages. Je crois que dans celle-ci, il y a Grenache, Clairette et Cinsault. Donc vous voyez, vous appréciez la couleur. Donc c'est ce qu'on commence par faire. Après, on va sentir le vin. On va mémoriser les parfums qu'on en trouve, qui sont souvent des parfums de fruits rouges et de fleurs blanches, et de fruits blancs aussi. On va mémoriser également ce qu'on a trouvé en goûtant et on va mettre ça par écrit bien sûr pour se rappeler ce que l'on a trouvé. Voilà, ça c'était la première cuve et on va reproduire l'opération avec toutes les autres cuves. C'est intéressant de comparer les couleurs également entre ces différentes cuvées. Et de voir la brillance de chacune d'entre elles. On renouvelle l'opération. Et on va finir avec les dernières. Donc dans chacune de ces cuves, j'ai trouvé des éléments qui sont très différents. Dans celle-ci, on a des parfums de fruits blancs et de fleurs blanches. Dans celle-ci, on est plutôt sur des petites fraises. Et là, on va sur de la framboise. Et ici, on est sur des notes de cassis. Donc, en se disant, c'est comme en mathématiques, hein, plus par plus égale plus, moins par moins égale moins, on va essayer de se mémoriser et de se dire, bon, ben, si je mélange ça avec ça et ça avec ça, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer. Déjà, dans la couleur, le but étant de se rapprocher de la couleur de l'année dernière, tout au moins de ne pas en être trop en décalage. Voilà. Donc on est bien dans le même type de couleur que ce qu'on a trouvé l'année dernière, on est arrivé à faire l'année dernière. Et ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve
exactement la somme des parfums que nous avions ici. Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il arrive que des parfums s'annulent l'un et l'autre. Je vous disais tout à l'heure, moins par plus. Donc là, on a bien les côtés floraux de ces fleurs blanches et tous les petits fruits rouges qui viennent derrière, qui donnent quelque chose de très complexe et de très agréable. C'est vraiment un rosé qui va être un rosé de repas, c'est-à-dire un rosé de gastronomie. C'est vraiment la particularité de nos vins de Tavel, ce sont des rosés de gastronomie, d'ailleurs qu'on retrouve dans un grand nombre de tables de restaurants, de bons restaurants, de grands restaurants, que ce soit en France ou à l'étranger. Et c'est un rosé qui va être très apprécié sur des poissons en sauce, mais également sur de la charcuterie ou encore sur de l'agneau grillé. Sans oublier bien sûr les fromages de chèvre et pourquoi pas pour finir sur un vacherin à la framboise ou à la fraise. Donc c'est vraiment des rosés de repas, c'est pas du tout des rosés légers, ce sont des rosés qui ont de la structure et qu'il faut apprécier en mangeant. C'est ce qui fait notre force d'ailleurs, puisque c'est des vins qui vieillissent, qu'on peut garder quelques années. Bon, ce n'est pas des vins de longue garde non plus, mais c'est des vins qu'on peut garder quelques années. Et surtout, ce sont des vins qui voyagent. Aujourd'hui, nous exportons dans plus de 20 pays dans le monde, ce qui est une belle réussite, puisque je crois qu'on a accroché l'année dernière notre 21e pays. Et ça, c'est dû à la caractéristique du vin qui lui permet de voyager et de vieillir, même en supportant des changements climatiques quand on expédie à l'autre bout de la planète. C'est des vins qui se conservent bien. Et c'est des vins qui sont appréciés, je le dis, dans d'énormément de restaurants du monde entier, que ce soit aux États-Unis ou dans le nord de l'Europe ou en Europe tout court, et même à Moscou. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Ça doit faire ma 36 ou 38e vendange, je ne sais plus, parce que les années passent vite. Et nous attendons la 4e génération avec impatience.